Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope sur El Mararibia. Merci pour votre fidélité. Je rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube, la page Facebook. Commentez, partagez comme chaque soir. Merci pour votre fidélité. Ça arrive très vite. C'est dans moins de 3 mois maintenant. Les élections présidentielles en France, ils sont plusieurs candidats déjà à être en lice. Certains n'ont pas encore obtenu leurs 500 signatures puisque, je vous le rappelle, chaque candidat donc, se propose, mais avant d'être candidat officiel, il doit, lui, se procurer 500 signatures émanant de maires, de conseillers départementaux, par exemple, de sénateurs, en tout cas d'élus de la République. Certains ne les ont pas encore. On en parlera aussi ce soir. Le premier tour, c'est le 10 avril prochain et le deuxième tour aura lieu le 24 avril prochain. Alors même si dans le dernier classement annoncé il y a quelques jours, la préoccupation des Français, l'immigration se positionne après l'environnement, la protection sociale, l'emploi, la délinquance et le pouvoir d'achat. Mais comme chaque année maintenant, depuis plusieurs années, dans le cadre de ces campagnes électorales, eh bien, les candidats en font leur fonds de commerce. On va parler d'immigration, notamment la droite et l'extrême droite qui revient notamment avec la sécurité, le droit des étrangers, l'islam ou encore l'immigration. Depuis, je vous le disais il y a quelques instants, depuis maintenant les années 80, la quasi-totalité des campagnes se focalise sur l'immigration, après s'être focalisé notamment sur le vote des étrangers et les lois sur la nationalité. Aujourd'hui, les débats tournent énormément autour des questions identitaires comme l'islam par exemple. On le sait, malgré que l'immigration revient énormément, eh bien la France est reconnue tout de même comme terre d'accueil, pays d'immigration depuis la fin du 19e siècle. Quelques chiffres qui sont tombés jeudi dernier, le 20 janvier, les statistiques sur les titres de séjour délivrés en 2021 par le gouvernement Macron. 272 000 titres de séjour délivrés, 103 000 demandes d'asile, notamment liées à la situation en Afghanistan. Des chiffres qui pèsent relativement peu. C'est la question qu'on va se poser dans un pays qui, je le rappelle, tourne autour de 67 millions d'habitants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on compte un peu plus de 6 millions d'immigrés en France. On est 67 millions en France. Donc, certains partis évoquent notamment, parlent de remplacement, parle d'invasion. Est-ce que les mots sont bien placés ici? On va en parler avec nos invités. Des questions donc qui se posent comme chaque dimanche soir. Pourquoi autant de crainte des étrangers, de l'immigration? Pourquoi certains partis en font notamment leur fonds de commerce, leur carburant de campagne pour accéder au pouvoir peut-être? C'est peut-être la seule solution. Les partis politiques aujourd'hui manquent-ils de solutions, notamment autour de l'emploi, de la santé, de l'éducation, de l'environnement, puisqu'on parle énormément d'écologie maintenant depuis plusieurs années. Que représente cette immigration? Nous avons ce soir des élus pour qui l'immigration fonctionne très très bien et plutôt une richesse, mais pour certains c'est plutôt un danger et un frein. C'est la question que nous allons nous poser. Les Français d'origine étrangère, maghrébine, algérienne, se comptent en nombre en France, certainement des électeurs, puisqu'ils sont français avant tout, qui pourraient peser dans les prochaines élections. Ils seront aussi amenés à déposer leur bulletin dans l'urne. Leur présence peut-elle peser notamment dans cette élection qui déterminera donc le prochain ou la prochaine présidente de la République? Voilà quelques questions qui se posent et puis on essaiera de comprendre pourquoi l'immigration est-elle réellement stigmatisée. Il y a bien évidemment les médias, mais il y a aussi d'autres raisons, notamment sur cette question qu'un certain nombre de migrés, notamment, vivent dans le même endroit, notamment dans certains quartiers de la région parisienne. Présidentielle 2022, une campagne sur fond d'immigration, de sécurité et d'islam, entre autres. Avec nous pour en parler, conseillère départementale du Val-de-Marne en Île-de-France au Parti communiste français, Lamia Kerouani. Bonsoir Lamia. Bonsoir Chaban. Merci Lamia Kerouani d'être avec nous, conseillère départementale donc au Parti communiste français. Est avec nous Akli Melouli aussi, maire adjoint, deuxième adjoint au maire de Bonneuil-sur-Marne au Parti socialiste. Akli Melouli, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Il était là la semaine dernière, donc je lui avais proposé de le réinviter. On avait eu quelques petits soucis de retard, même si le débat était très très enrichissant. Il nous fait l'honneur aussi d'être parmi nous. Porte-parole du mouvement des droits civiques, Gamal Abina. Bonsoir Gamal.
Alors, je ne vous ai pas entendu. Gamal Abina, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, vous m'entendez? Pareillement, très très bien. Merci d'être avec nous. Et Anis El-Khama, bonsoir Anis El-Khama, analyste politique, psychologue qui est avec nous ce soir. Être parmi vous encore une fois et merci pour l'invitation. Et je salue tous les spectateurs qui nous suivent ainsi que toute l'équipe technique d'Al Maralebia qui est toujours sur le coup. Merci infiniment. Et oui, El Maralebia qui vous propose de revivre et de vivre avec quelques émissions tout au long de cette campagne et donner la parole à tout le monde, à tous les partis politiques qui accepteront bien sûr de venir. On est en direct et le but c'est vraiment d'échanger en toute liberté, de s'exprimer librement sur son opinion et les sujets qui nous préoccupent. Lamia Kirouani, donc le Val-de-Marne, c'est votre département. C'est un département aussi que je connais parmi tant d'autres en région Île-de-France. Une question d'abord, que représente pour vous cette immigration? Elle est stigmatisée pour certains. Pour certains, c'est plutôt un danger, même un frein. Pour vous, en général, cette immigration, c'est votre définition d'immigration, et c'est une richesse pour vous aujourd'hui. On peut en connaître les réponses, mais on aimerait avoir votre point de vue. Donc, rebonsoir à toutes et tous. Alors, l'immigration, pour moi, c'est une richesse, une ouverture sur le monde. On est dans un département, je vais parler de ce que je connais le mieux. On est dans un département d'1,4 million habitants, dont près de 22% sont immigrés, ce qui comprend des étrangers et des personnes nées dans un pays non français et qui ont acquis la nationalité française. Et ce que beaucoup de Français et Françaises oublient, et l'historien Gérard Noiriel nous le rappelle assez souvent, 25% des Françaises et Français ont des origines étrangères. Et ce qu'on oublie également, c'est qu'en 1930, nous étions le pays qui comptant le plus d'immigrés et d'étrangers, bien plus qu'aux États-Unis à l'époque. Et c'est bien grâce à elles et à eux que notre pays a pu se construire et évoluer. Donc, non, l'immigration n'est pas un danger, l'immigration n'est pas un handicap, c'est plutôt un plus et une ouverture. Voilà ce que j'en pense. Et puis, dans votre département, vous êtes amené effectivement dans le cadre de vos campagnes aussi, puisque vous avez été réélu dernièrement en tant que conseillère départementale. Quelle est la recette, idéale? Il y a un vivre ensemble, ça fonctionne, il y a des associations, ça construit aussi ensemble. Il y a ce vivre ensemble avec cette richesse, cette mixité, ce multiculturalisme. Ça fonctionne apparemment bien chez vous. Comment est-ce possible? La question, pourquoi je vous pose cette question? Car pour certains candidats, on peut en citer certains, comme Valérie Pécresse par exemple, ou Éric Zemmour, notamment droite, extrême droite, et puis aussi pour Marine Le Pen, puisque ce sont les partis concernés qui stigmatisent énormément cette immigration. Pour eux, en tout cas, c'est loin, ils sont très loin de faire le constat que vous pouvez faire. En tout cas, c'est la question que je vous pose. Chez vous, ça fonctionne? Alors, la recette, c'est qu'en fait, qu'ils soient français ou d'origine étrangère, c'est qu'on fait tous société ensemble. Il n'y a pas de différence selon, enfin en tout cas dans le territoire que je connais le mieux, donc moi je suis d'Ivry-sur-Seine et du Val-de-Marne, il n'y a pas de différence entre ces hommes et ces femmes. Ce qui compte le plus, c'est de les considérer en tant que citoyennes et citoyens qui contribuent au quotidien à la vie de la cité. Vous avez évoqué ces candidats de droite et d'extrême droite. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que pour eux, heureusement qu'il y a cette question d'immigration. Sinon, leur programme, il serait vide, ce serait des coquilles vides. Notamment, on vit un fait unique, c'est qu'on a le droit à un candidat quand même, comme Éric Zemmour, qui est condamné pour des propos haineux et racistes. Il est important de rappeler aussi qu'il a tenu des propos sur des mineurs isolés en les traitant de potentiels violeurs, voleurs et les stigmatisant. Son discours, qui est totalement un discours de haine et misogyne, raciste et homophobe,
c'est dans la pire tradition et la poursuite de ce que l'extrême droite manie le mieux, en fait. Donc, c'est un discours qui a libéré la parole fasciste et raciste. Et je n'ai pas peur de dire fasciste quand je parle d'Éric Zemmour. Parce que c'est le terme qui colle le mieux. Est-ce que vous pouvez comprendre ou peut-être apporter aussi des explications sur le fait qu'aujourd'hui il y ait un certain nombre de Français et de Françaises, hein, c'est-à-dire que ces 67 millions de personnes qui vivent dans ce pays, qui se posent aussi des questions autour de l'immigration. Il y a ces questions parfois liées aussi à la sécurité, puisque dernièrement d'ailleurs c'est Valérie Pécresse, hein, qui faisait un lien entre immigration et insécurité, hein. Je cite, oui, il y a un lien entre immigration, islamisme et terrorisme. Il y a un lien entre immigration et insécurité, puisqu'on voit bien que 20% d'étrangers sont dans nos prisons. En tout cas, ce sont des arguments qui sont apportés par ces candidats-là et qui peuvent susciter aussi interrogation auprès de tous ces Français qui ne votent pas spécialement chez Marine Le Pen ou chez Éric Zemmour. Évidemment, c'est toujours plus simple d'opposer les personnes les unes aux autres que de s'attaquer au vrai problème sociétal que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un problème d'emploi, de logement. Et pour trouver les solutions, au lieu de combattre le capitalisme, on inculque des idées qui puissent retourner des hommes et des femmes les uns contre les autres. Moi, je n'y vois pas d'autres problèmes, y compris là où il y a le plus de montée de racisme ou de fascisme, c'est des endroits où il y en a le moins. Quand Valérie Pécresse, elle dit que 20% de ces prisons sont pleines d'étrangers, qu'est-ce qu'elle met derrière ce mot étranger? Un étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. Ou est-ce qu'elle parle de quelqu'un qui est d'origine immigrée, qui est un enfant de la France, comme n'importe quelle autre personne? Les immigrés, il n'y a pas que les musulmans comme on veut bien les stigmatiser. Un immigré peut être européen, asiatique ou autre chose, c'est pas forcément... c'est quelque chose... Il va falloir qu'on combatte ces idées-là. Il va falloir qu'on y mette fin à ces propos, à ces agissements et à ce qu'on veut inculquer dans la tête des uns et des autres. Il nous faut nous attaquer au capitalisme, à libérer les emplois, à mettre les moyens pour l'éducation, aux services publics et venir en aide aux plus nécessiteux. C'est ce qui est le plus simple à faire aujourd'hui et non pas de monter les uns contre les autres. Restez avec nous, Lamia Kirouani. Merci pour cette première intervention. Aklim Elouli, bonsoir Aklim Elouli, maire adjoint, donc la ville de Bonneuil-sur-Marne, Parti socialiste, bonsoir. D'ailleurs, je rappelle que le candidat au Parti communiste, Fabien Roussel, et puis Anne Hidalgo, donc maire de Paris, socialiste, qui a annoncé donc sa candidature il y a déjà plusieurs semaines. Aklim Elouli, pareil, d'ailleurs, vous êtes issu de l'immigration, hein, d'ailleurs, on vous a déjà reçu, c'est pas un scoop. Pareillement, pour vous, comme ça, en quelques mots, quelle définition avez-vous de l'immigration en général? Il n'y a pas de définition particulière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des hommes et des femmes, on a un monde qui bouge, donc on fait bouger beaucoup de choses. Donc le fait migratoire est un fait séculaire, c'est-à-dire que ça a toujours bougé. On le voit bien, y compris dans les pays d'origine, ils penseraient qu'il y aurait un truc. On voit bien que les gens ont été mélangés. Je prends le cas de mon pays d'origine qui est l'Algérie. Il y a eu des Espagnols, il y a eu des Italiens, il y a eu des Turcs. On voit bien quand même que le mouvement séculaire migratoire est un mouvement qui est millénaire, puisque en plus, quand je dis séculaire, c'est comme ça qu'il a bâti les sociétés. Et on a souvent tendance à effectivement, aujourd'hui, on le voit bien dans une campagne comme en Allemagne. L'Allemagne a eu une campagne présidentielle juste avant nous, enfin eux c'est surtout législative, et on voit bien que l'Allemagne, elle, n'a pas eu de problème, c'est-à-dire que c'était pas au cœur du débat. Au cœur du débat, c'était les préoccupations des Allemands, le pouvoir d'achat, le reste à vivre, la fin de mois, la fin du monde, enfin tous ces éléments qui font qu'on construit une société plus juste, plus humaine. Et après, on peut se battre projet contre projet, mais j'ai l'impression qu'effectivement en France, il y a une panne d'inspiration.
et on utilise des arguments fallacieux. C'est par exemple, on parle de multiculturalisme. Vous regarderez les jeunes dans les quartiers ou sur Paris, etc. Leur culture, ils ont une culture commune en réalité. C'est-à-dire que ces cultures s'enrichissent de la rencontre. C'est comme on l'a eu dans nos pays. En fait, les gens pensent qu'il y a du multiculturalisme. Il y a pas, il y a une culture, et votre culture, moi j'ai qu'une culture, j'ai pas de double culture, contrairement à ce que les gens disent. Ma culture, elle est celle qui est liée de l'héritage de mes parents, de mes origines, et puis elle s'est enrichie au fur et à mesure, ce que j'avance. Donc j'ai ma culture propre, comme chacun, et j'ai cette culture, je peux la partager avec beaucoup de gens, puisque nous avons des cultures communes. Donc aujourd'hui, le jeu, c'est effectivement, dans le cadre du populisme, c'est d'essayer de faire des raccourcis, de faire des mélanges. Vous avez tout à l'heure l'argument disant, il y en a qui disent que dans les prisons, il n'y a pas, mais vous savez, La Fontaine disait que si vous êtes bien né ou mal né, la justice ne sera pas la même. Donc effectivement, on peut penser que les gens sont plus facilement condamnables que d'autres, et on le voit. Donc il y a aussi ce sujet sur la justice. Quelle justice on veut? Il faut qu'elle passe de la même façon pour tout le monde. Donc cet argument, on peut le balayer très vite. Hein. Il y a eu des études, moi je vous renvoie des études. Ensuite, on dit aux gens que ils prennent leur emploi, ce qui est faux. Parce que quand vous êtes chirurgien, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un dans la rue pour faire chirurgien. Aujourd'hui, les hôpitaux français, on l'a vu avec la crise sanitaire, il faut le rappeler aux Français, c'est grâce effectivement à tous ces Français, quelles que soient leurs origines, qui sont dans les hôpitaux, et y compris même des gens qui sont résidents, c'est-à-dire qui sont encore dressés, puisqu'on les appelle les médecins extracommunautaires, c'est eux qui font fonctionner nos urgences, etc. Si demain ils sont pas là, déjà ça fonctionne pas. Je prends que ce sujet-là et je pourrais en multiplier des tonnes de sujets. Donc je crois qu'on est dans un faux débat, et c'est normal que les gens se posent des questions sur le flux migratoire, sur la gestion de tout ça. Mais si on veut se poser des questions sur la question des flux migratoires, etc., il faut se poser la question aussi pourquoi les gens bougent. Et si on veut se poser la question sur la planète, l'écologie, il faut aussi se poser la question de comment on améliore la vie des gens pour que justement ils prennent en considération un certain nombre de choses, puisqu'il y a des pays où des gens sont carrément dans la survie, il y a des pays qui sont en guerre, il y a des pays qui sont en difficulté. Donc on ne peut pas d'un côté créer des tensions un peu partout, et de l'autre côté s'étonner que les gens veuillent survivre et qu'ils essaient d'échapper à leur destin. Ça, c'est pas humain. Donc, à un moment donné, quelle que soit la vision de société, il faut qu'on replace les clés du débat. Et aujourd'hui, l'immigration, effectivement, la richesse, elle est dans la diversité, y compris dans démocratie. Dans une démocratie, la richesse se trouve dans le débat, dans la divergence des débats, pour que justement on puisse s'enrichir. Si on est tous uniformes, il ne faut pas confondre l'unité de la société française et l'uniformité. Et les gens ne défendent pas l'unité de la société française, puisqu'ils opposent des Français, ils défendent une uniformité. C'est-à-dire pour eux, d'ailleurs il faudra qu'ils nous définissent, c'est quoi effectivement un Français. Il faut qu'ils nous le définissent à partir de quand il est Français, c'est quoi sa couleur, c'est quoi ses cheveux, c'est quoi... Parce que si on veut pousser l'absurde jusqu'au maximum, on verra bien que leur raisonnement est absurde. Il faut souvent parfois pousser l'absurdité des raisonnements pour montrer aux gens que effectivement c'est l'absurdité du débat qui soulève. Et donc aujourd'hui, être français, pour moi, c'est quelqu'un qui respecte les lois de la République, et ça, tout le monde le fait. Et ceux qui ne le font pas, effectivement, ils doivent être sanctionnés. Mais qui dit le contraire? Et la sécurité, vous savez, elle commence aussi à la petite enfance. On voit bien aujourd'hui, par exemple, j'avais accueilli la dernière fois des personnes, on voit bien que quand l'État prend en charge la protection de l'enfance, il y a des choses, des violences qui leur sont commises alors qu'ils sont sous la protection de l'État. Donc quand on n'est pas capable d'assumer ces prérogatives, quand on dit qu'on va augmenter le nombre de policiers, la police vit des choses difficiles, les conditions de travail de la police sont difficiles. En interne, ils ont des problèmes dans l'organisation du travail. Et donc, si on ne règle pas les questions réelles, on peut juxtaposer les choses. Et ben, on va multiplier les problèmes. Au lieu que les 10 qui avaient des problèmes, ben, ils seront 20 à avoir les mêmes problèmes. Donc, quand on n'a plus d'idées, quand on n'a plus de fond, quand on regarde plus la société en face, et quand on veut plus faire avancer les choses, et ben, on trouve des boucs émissaires. Et quand les gens vous amènent un bouc émissaire, méfiez-vous, ça veut dire qu'ils ont rien d'autre à proposer. Il n'y a pas ici peut-être une forme d'irresponsabilité aussi de ces hommes et ces femmes politiques. Alors pas tous, hein, bien évidemment, c'est un certain nombre, en tout cas sur l'actualité de notre débat ce soir autour de cette immigration, de la stigmatisation notamment aussi de l'islam, des étrangers. Il n'y a pas une irresponsabilité ici de certains hauts responsables politiques tout de même, puisque c'est le cas en balançant comme ça des mots, peut-être en déclenchant aussi une certaine violence verbale, puisque certains sont condamnés, hein, c'est pas un scoop, puisque je rappelle que Éric Zemmour, le polémiste d'extrême droite et candidat à la présidentielle, a été condamné à 10 000 € d'amende pour complicité de provocation, notamment à la haine, et complicité d'injures publiques. Il a fait appel. Il y a tout de même un comportement irresponsable, peut-être, malgré qu'on soit en France, dans une démocratie tout de même,
Alors après, chacun le qualifie comme il veut. Je pense qu'il y a surtout aujourd'hui un comportement machiavélique de certains qui essaient de récupérer des voix et qu'une banalisation des théories nauséabondes de l'exclusion, des philosophies excluantes, etc., qui est en train de se développer. Et donc les gens surfent sur la vague au lieu de répondre aux peurs des Français, aux interrogations, parce que c'est vrai que l'avenir fait peur et c'est normal. Et votre enfant, quand vous avez un petit enfant, si vous lui expliquez pas les choses, il a peur de sortir, il a peur d'aller de l'avant, et c'est à vous de l'encourager à aller de l'avant. C'est pas à vous d'augmenter ses peurs. Quand on augmente ses peurs, c'est qu'on n'a pas envie d'avancer. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui ils attisent ces peurs-là, mais à des fins électoralistes. On est en train c'est la porte ouverte au populisme et y compris à la dictature. Quand on bafoue les libertés des gens ou la dignité humaine, c'est qu'effectivement on ouvre un autre système. On n'est plus dans la démocratie. Aujourd'hui, le vrai danger, c'est qu'aujourd'hui les gens doivent prendre conscience qu'on est en train de bafouer la démocratie au quotidien et que personne ne se bat pour la démocratie. Et que la démocratie doit être au cœur de nos sujets, même si effectivement la 5e République a des limites et qu'on doit aller vers la 6e avec les aménagements pour les contre-pouvoirs, etc. Parce que quand il n'y a plus de contre-pouvoirs, on voit bien que ça saute, et ben la démocratie est en danger. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est démocratique. Et je dirais aussi aujourd'hui la responsabilité aussi de ceux qui ne vont pas voter. Parce que ces personnes prennent les listes d'émargement et ils voient qui vote et qui vote pas. Et donc, ils s'adressent à une partie de l'électorat. Cet électorat qui est captif, et donc ils essayent effectivement aujourd'hui, on le voit bien, de faire la danse du ventre à toutes ces personnes à qui on arrive à faire peur, et pas parce que pour certains c'est par peur ou par ignorance et tout ça. Et comme on n'a pas en face des politiques et moi je me fais essayer de gauche parce que j'ai rarement entendu les candidats de gauche, même si des fois ils sont pas allés sur ce terrain-là. Mais le problème c'est qu'il manque d'arguments pour accompagner un autre mouvement. Et aujourd'hui, on doit effectivement réfléchir à gauche sur la suite du XXe siècle. Et on l'oublie aussi, d'ailleurs, au passage, que beaucoup de gens sont morts pour la France. Et à l'époque, on se fichait d'où ils venaient. Et d'ailleurs, même la polémique sur le drapeau, peut-être que le soldat inconnu que tout le monde vénère, et c'est à juste titre, parce que c'est aussi une époque douloureuse pour la France et pour les Français, eh bien, peut-être que ce soldat inconnu, c'est peut-être quelqu'un d'Afrique du Nord, c'est peut-être quelqu'un de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique en général, ou des Comores, ou des Antilles, ou voilà, puisque c'est justement ceux de l'inconnu. Donc il pourrait être de toutes ces origines qui ont combattu pour la France. Restez avec nous, Akli Melouli. Merci, adjoint au maire à la ville de Bonneuil. On va donner la parole à Anis El-Kama, analyste politique, militant politique. Je voudrais vous citer Stephen Fielding, qui est un professeur d'histoire donc de politique à l'université de Nottingham. Voilà, quand il parle de l'Angleterre, et ça sera aussi pour une réaction pour Gamal Abina et puis Lamia Kirouani. Voilà ce qu'il dit en parlant d'Angleterre. L'identité nationale y étant un concept plus souple, moins affirmatif qu'en France. Je continue à le citer. Il y a des musulmans très haut placés dans le parti conservateur jusqu'au gouvernement de Boris Johnson, dit-il, mais ça passe comme une lettre à la poste. Donc voilà ces analyses. Et puis je rappelle que le maire de Londres, Sadiq Khan, lui donc est anglais, bien sûr, mais il est musulman et ça pose pas de problème. C'est public, hein, c'est pas un scoop. Et avant d'être maire depuis le 9 mai 2016, eh bien, il est en politique depuis déjà 2005. Et je rappelle qu'il a été député pendant plus de 10 ans. Donc, c'est possible. Anis El-Kama, rebonsoir. Voilà, vous êtes à mes côtés à l'écran. Une réaction sur ce que vous avez entendu. Vous êtes aussi donc vous êtes originaire d'Algérie. Voilà, peut-être vous vivez en France, une remarque sur cette richesse tout de même qui est l'immigration et qui apporte énormément. Dans quelques instants, on va évoquer aussi avec vous quatre cette diaspora maghrébine, le Maroc, la Tunisie, énormément l'Algérie qui pourrait aussi peser, puisque ce sont des Français qui vivent en France et qui pourraient peser dans les élections, notamment sur ce premier tour du 10 avril prochain. Alors merci encore pour l'invitation. Je tiens juste à préciser une chose. Moi, je ne suis pas d'origine algérienne, je suis uniquement algérien. Donc il est important de préciser d'où l'on part et d'où l'on parle. Moi, je n'ai pas la nationalité française. Je suis arrivé l'âge de 20 ans en France pour faire des études et je me suis installé plus tard pour travailler. Donc je suis un blédard et fier de l'être. Et je salue mes frères qui sont de français franco-algériens. Et je suis très très content de pouvoir discuter avec eux avec un grand plaisir pour pouvoir échanger entre nous et enfin pouvoir parler de ce qui nous intéresse et de nos intérêts
parce qu'il faut savoir être pragmatique et ne pas se bercer d'illusions, de discours de bisounours. Moi, je les invite à être très pragmatiques. Je les inviterai très fraternellement, parce que je les considère avant tout comme étant algériens, à réfléchir à leurs propres intérêts. Leurs propres intérêts s'articulent pour moi sur 2 points. Le premier point est la capacité à améliorer leurs conditions de vie ici. Le deuxième point est aussi de réfléchir à avoir une terre de repli en cas de conflit majeur, parce que je ne vais pas l'apprendre à des personnes qui sont sur ce plateau, mais il y a des crises économiques qui sont prévisibles. Il y a une crise financière qui selon beaucoup d'analystes, risque d'arriver à cause, entre autres, de tout l'argent qui a été injecté de manière irréfléchie, le whatever it takes de Macron et d'autres personnes en Europe et aux États-Unis. Et donc, on risque d'avoir le contre-coup de tout cet argent-là investi dans la finance. Donc, le premier point est de savoir comment ils peuvent voter et comment on peut constituer un lobby, n'ayant pas peur des mots, parce que les lobbies, ça existe de manière formelle et de manière officielle en Belgique. Donc, si vous allez à Bruxelles, vous allez rencontrer des lobbyistes qui ont des cartes de lobbyistes. En France, ça existe aussi, il y a des lobbies pharmaceutiques et des lobbies pieds noirs. Il y avait des lobbies pieds noirs, il y a un lobby arménien. Il y a un lobby aussi des béquets aux Antilles. Et donc, pourquoi pas avoir un lobby qui serait le lobby algérien, plus généralement le lobby maghrébin, pour pouvoir défendre nos intérêts, notre qualité de vie ici. Donc, pour moi, de l'analyse que je fais du spectre politique, et je me dis, encore une fois, je vous le dis, moi, je suis extérieur à ça, j'ai choisi de ne jamais m'intéresser, de ne jamais m'appliquer ou de jamais m'impliquer en politique française par cohérence, c'est un choix personnel. Je ne fais que de la politique algérienne. Je veux que mes frères vivent le mieux, mes frères et mes sœurs vivent le mieux possible en France. Donc, bien sûr, les options fascistes et nationalistes qu'incarnent Marine Le Pen et Zemmour, c'est des choses que l'on doit combattre. Pourquoi on doit les combattre? Parce que tout simplement, il y a des racistes et il y a des plus que racistes, et il y a des degrés dans le racisme. Pour qu'on soit clair, depuis mon arrivée en France, j'ai vu du racisme du spectre de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Le Parti communiste ou les anarchistes, etc., ne sont pas non plus sains, ils sont peut-être moins racistes que d'autres. Le racisme s'exprime peut-être à travers des biais un peu détournés, un peu indirects. Mais lorsqu'on parle de Zemmour ou qu'on parle de Marine Le Pen, c'est un extrémisme fasciste des plus sordides. D'ailleurs, on voit que ça ne s'applique pas uniquement contre nous, les personnes entre guillemets musulmanes ou identifiées en tant que musulmans, parce qu'il y a des athées algériens qui vivent en France qui sont quand même considérés comme musulmans. Je vais rappeler un peu, faire la métaphore de Sartre, qui était athée mais quand même juif dans les yeux des Français. Pour revenir à ce que je voulais dire, voilà, ce fascisme-là doit être combattu de toutes les manières possibles, en faisant toutes les alliances possibles. Et quand je dis toutes les alliances possibles, en votant contre le Front National et contre les fascistes au deuxième tour. La deuxième chose aussi, c'est qu'on doit réfléchir à l'intérêt de notre pays. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça commence à sentir mauvais. On commence à avoir des tensions qui n'existent pas qu'en France, d'ailleurs, hein. Le FPÖ en Autriche, en Angleterre aussi, même si c'est un peu plus ouvert, mais il y a le UKIP anglais, il y a la Ligue du Nord en Italie. Il y a une lame de fond qui s'explique aussi à travers la crise économique, comme celle qu'on a vécue après 1929, qui a préfiguré la crise de l'arrivée des nazis et des fascistes en Allemagne. Et donc de réfléchir à une solution de repli. Quelle est cette solution de repli? C'est l'Algérie. C'est le deuxième passeport que vous avez, que vous ne sortez uniquement pour pouvoir aller en vacances dans les hôtels et venir nous voir et venir nous rendre visite avec grand plaisir. Mais sachez que ce passeport-là peut être aussi une bouée, une issue de secours, peut-être pour une période, peut-être de manière pérenne. C'est une chance que nous avons, que les Afro-Américains n'ont pas eu. Ils ont été arrachés à leurs racines. Ils ont été, sauf une tentative qui a été faite au Libéria de rapatrier, de réintégrer, de faire des pépinières de réintégration des Afro-Américains au Libéria, mais ça a été très très mal fait. Nous avons la chance d'avoir immigré très récemment, relativement très récemment. On est au maximum à la 3e génération. Beaucoup de gens, grâce à leurs vacances qu'ils passent en été, grâce à leurs liens qu'ils occupent, le fait qu'ils aient une maison en Algérie, le fait qu'ils aient des contacts encore en Algérie, peuvent réfléchir à cette solution-là. Et je le dis de manière fraternelle, mais aussi parce que je fais de la politique dans le cadre algérien. Nous avons besoin de la diaspora algérienne, nous avons besoin des compétences algériennes à l'étranger, qu'ils soient binationaux, ou d'ailleurs moi je ne considère même pas qu'il y ait des binationaux, pour moi vous êtes algérien comme moi, et vous devez avoir les mêmes droits que moi, et j'ai combattu pour vous contre l'article 51 de la Constitution algérienne pour que vous puissiez avoir aussi droit
à participer, à vous présenter à des élections, parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, le régime dictatorial algérien a mis en place des dispositifs juridiques qui excluent les franco-algériens ou toutes les personnes qui ont vécu à l'étranger sur une certaine durée. Ils vous excluent de vous présenter à la magistrature suprême, donc à la présidence. Ils vous excluent de participer à des élections législatives. Donc, il fait de vous de sous-citoyens. Donc, aidez-nous aussi à combattre ce régime dictatorial algérien pour pouvoir aussi... On va y revenir, on va l'évoquer. On va l'évoquer, Anissa. Chaban, oui. Juste pour vous ouvrir une porte d'ouverture et une capacité aussi à vous intégrer, comme je l'ai dit, de manière peut-être provisoire ou peut-être de manière pérenne, si vraiment ça part dans tous les sens en Europe. Restez avec nous, Anissa El Kama. Vous avez évoqué effectivement ce lobbying. Il existe ce lobbying notamment dans certaines communautés ou peuples ou nationalités. Vous parliez de l'Arménie entre autres. Mais la question que je vous poserai, c'est justement pourquoi cette diaspora algérienne qui est nombreuse. Puis on peut parler aussi des frères et sœurs marocains, tunisiens, ils sont nombreux. Et pourquoi n'arrive-t-il peut-être pas, c'est une question que je vous pose, vous allez répondre, à s'organiser, car on les a vus quand même en nombre, on les voit en nombre maintenant depuis plus de 3 ans à se battre contre ce système dont vous parliez. Mais effectivement, peut-être que dans le cadre d'élections, ils sont plus ou moins absents, en tout cas en France, lorsqu'on peut voter en étant français. Qu'ils sont plutôt absents, et c'est vrai que les prochaines élections, la question qui se pose, ça va être l'abstention. Et donc cette diaspora-là, ces Français, notamment d'origine algérienne, vous en parliez, n'aurait-il pas un rôle important à jouer quant au dépouillement final qui aura lieu le 24 avril. Gamal Abina est avec nous. Rebonsoir Gamal Abina. Écoutez, je vous laisse tout simplement réagir un peu avec tout ce que vous avez entendu. Alors, déjà, je félicite l'intervention précédente, là. J'ai apprécié sa prise de parole. Donc, pour l'essentiel, il a raison. D'abord, on est tous algériens, c'est pas discutable. Et on est ce que nos parents sont. Ça commence par le début. C'est-à-dire que j'entends beaucoup en ce moment d'Algériens me dire l'origine de mes parents, c'est la même. Ensuite, et surtout, c'est vrai qu'il y a une base de repli possible pour les Algériens. Il a évoqué effectivement l'histoire par rapport aux Nord-Américains et une mauvaise stratégie sur le Libéria, qui était quasiment une colonisation malheureusement des Nord-Américains. Mais il y a une réalité. Alors par rapport à ces questions, on a parlé de Zemmour qui nous parlait il y a encore 10 ans, je le rappelle, de 80% de Maghrébins ou d'Africains dans les prisons. Aujourd'hui, il est descendu à 25%. Ça nous rassure. C'est une progression positive de la part de la propagande d'extrême droite. Mais en vérité, l'intervenant nous a expliqué tout à l'heure que les fascismes sont montés puissamment en Europe avec la crise de 29. C'est vrai que la crise a accéléré la montée des fascismes, mais ce n'est pas la crise de 29 qui a installé le fascisme en Italie. C'est une mentalité générale européenne qui a une tendance au repli identitaire et qui a évidemment une tendance au pogrom. Ça a été souvent le cas pour les Juifs ou pour les Arabes en Espagne, dans l'Andalousie. Et cette idée de se dire qu'ils sont assiégés et donc ils doivent expulser des populations vues comme étrangères, parce qu'évidemment, physiquement, on est reconnaissable immédiatement, eh bien, c'est une idée qui dure depuis très longtemps. Il faut se rappeler de l'Algérie, simplement, des pogroms qui étaient au début du siècle dernier, qui existent en Algérie sur les Juifs et les Algériens. C'est une multiplication comme ça d'actions violentes qui font que la crispation politique aujourd'hui est montée à son paroxysme absolu en Europe, pas seulement en France. Le seul pays, à la limite, qui est tiré un enseignement de son passé nazi, son passé fasciste, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne a été dénazifiée. En France, il n'y a pas eu de dénazification ou de dépétainisation. En Autriche non plus d'ailleurs. C'est pourquoi l'Autriche a une extrême droite très puissante. Et tous les pays qui ont été des véritables axes nazis d'Europe centrale n'ont pas été dénazifiés. C'est ce qui a posé problème, ce qui pose problème aujourd'hui. Mais en France, c'est plus grave encore, parce que la France a un rapport délétère avec le monde arabo-musulman, et je parle des arabo-musulmans pour inclure tout le Maghreb et l'Afrique noire en général, musulmane surtout, puisque c'est l'essentiel du contingent africain en France. La problématique qui se pose, c'est qu'ils sont en crise économique, et c'est vrai de le rappeler que la crise économique est un accélérateur de radicalisation de la part d'une certaine classe politique, mais ce qui est inquiétant, c'est que la classe politique s'est extrême droitisée. Alors, il faut voir un peu le nombre de visas délivrés qui sont en chute libre radicalement, particulièrement sur les Africains. Il faut rappeler que l'acquisition de nationalité, entre 2010 et 2020, on est passé de 90 000 à 40 000, la moitié. Il faut rappeler surtout qu'en dehors des violences policières traditionnelles qu'on connaissait, mais surtout la perception de l'immigration en France est quasiment devenue extrêmement violente.
on parle que de choses négatives, on ne parle pas des apports d'immigration en matière de construction d'économie, on ne parle pas de ces apports d'immigration en matière même de crise sanitaire. C'est quand même nous qui étions, je parle des immigrés, aux premières loges, puisqu'on était, nous, dans des travaux de service, essentiellement hospitaliers ou de livraison à domicile, ou alors de structuration de l'économie. Enfin, toute l'immigration dont on parle beaucoup en mal a investi massivement ces métiers de service et a fait que la France a continué à tourner grâce à ces immigrés. Et là, aujourd'hui, on peut bien constater que lorsque ces immigrés ne travaillent plus, s'ils sont amenés à ne plus travailler, plus rien ne tourne. Donc, simplement pour dire que la radicalisation des idées, que ce soit d'un Zemmour qui est une caricature sur pattes, parce que malheureusement, lui, il a d'autres problèmes, pas seulement liés à l'immigration, mais surtout liés à sa propre origine, c'est un peu l'anti-Derrida. Derrida était fier de son nationalité, Zemmour en a honte. Mais indépendamment d'Éric Zemmour, justement, et on en parle encore assez ce soir, mais indépendamment de ça, on se rend compte quand même déjà depuis plusieurs élections présidentielles que cette question d'immigration est sur la table. Hein. Je le disais déjà depuis 1980, on se focalise énormément sur les étrangers, le droit des étrangers, l'immigration, la sécurité. Encore aujourd'hui, vous le disiez, on parle effectivement malheureusement jamais de cette immigration positive. D'ailleurs, c'est Bernard Tapie qui disait j'invite tous les étrangers peut-être à arrêter de travailler pendant 2 semaines et on verra ce que donne l'économie française. Mais pourquoi aujourd'hui la politique française, notamment les hauts responsables ou les candidats, en sont-ils arrivés là justement ? Est-ce qu'ils n'ont plus de... Est-ce que c'est le pouvoir, encore une fois, qui fait rêver, comme dans un pays comme la France ? Est-ce qu'il n'y a pas réellement d'idées ? Lamia Kirouani l'évoquait tout à l'heure. Il y a des priorités. D'ailleurs, ce sont aussi les classements qui viennent de sortir. Il y a l'emploi, la santé, l'éducation, l'environnement. Pourquoi aujourd'hui, ces candidats-là en arrivent réellement à évoquer cette thématique d'immigration ? Là, j'ai évoqué un personnage que vous connaissez bien, Zemmour, parce qu'il est proche de nous, en vérité, sur un plan culturel et ethnique. Mais pourquoi j'évoque ce personnage ? Parce que c'est un pion. Zemmour n'est pas un idéologue très, très solide, ça n'est pas un homme très intelligent, il n'a pas une grande culture, contrairement à l'idée reçue. Il a souvent des contradicteurs qui sont faibles. Mais celui qui est derrière Zemmour, c'est lui qui m'intéresse. C'est monsieur Vincent Bolloré. Et là, on a le nœud du problème. Vous avez évoqué le fait qu'effectivement, l'immigration, depuis exactement 40 ans, c'est pas vieux, 40 ans, c'est-à-dire que sous l'époque Giscard, il n'y avait pas ces problèmes d'immigration. On n'en parlait pas, bien au contraire. On avait fait le regroupement familial parce que l'économie n'était pas du tout impactée par la crise, contrairement à l'idée reçue. La France n'a été impactée qu'en 79. En 73, il n'y a pas eu de boycott, les Français n'ont pas eu de problème, puisque c'est le seul pays qui a considéré que la guerre de 73 était légitime pour l'Égypte. Donc ils n'ont pas été boycottés. Mais les années 70, c'était des années heureuses. Donc l'immigration n'était pas un problème. Arrive François Mitterrand, dont on sait parfaitement son rapport délétère avec l'Algérie française, qui, dans une stratégie parfaitement réfléchie, et ça je l'ai su de la part de Roland Dumas, donc j'invente rien, j'ai eu l'occasion de faire un débat avec lui à la télévision, qui disait qu'effectivement Mitterrand a fait monter volontairement l'extrême droite afin de garantir, parce qu'il était dans une situation très difficile sur le plan politique, il ne pouvait pas être élu en 88, de garantir la fragmentation de la droite. C'est ce qu'a fait Mitterrand. Donc Le Pen, qui ne pesait rien aux élections, du jour au lendemain a été monté en boucle et a obtenu des résultats considérables parce que Mitterrand a travaillé dans ce sens-là. Mitterrand qui n'était pas un ami des Arabes, n'oublions jamais ça. Et donc Mitterrand a travaillé pour sa réélection. Donc on a utilisé l'immigration pour pouvoir obtenir la réélection de la gauche qui était en difficulté. Ensuite, à nouveau, on se rend compte qu'il y a les années 90 qui passent, la guerre du Golfe, donc des prétextes de la détestation des Arabes, et à nouveau on met au devant de la scène l'idée que les immigrés sont un problème. Encore une fois, les politiques s'emparent de la question. Et depuis quasiment 4 ou 5 élections maintenant, le seul référentiel qui devient une sorte de curseur de réflexion, de curseur de jugement pour la population qu'on essaie de radicaliser, parce que la population n'est pas encore radicalisée, c'est l'immigration. Et là, je fais un parallèle qui est intéressant avec l'Allemagne nazie. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, 6 millions de chômeurs comme en France aujourd'hui. En Allemagne, pas de solution économique comme en France aujourd'hui. Et en Allemagne, on a 1% de la population qui représente rien. C'est 600 000 juifs. Eh bien, les Allemands, les nazis allemands, pour être très précis, donc les politiques allemands, ont tout fait pour que les Allemands finissent par détester les juifs. Ça n'a pas marché au départ, il faut le savoir. Ça a duré des années avant que ça n'arrive. Eh bien, c'est pareil en France. On radicalise les Français. Évidemment, les attentats n'arrangent pas les choses, mais avec l'idée que l'immigration est un problème, que c'est elle qui freine la France, qui met la France en difficulté, qui crée de la sécurité, parce qu'il y a quelques 2-3 voyous dans les banlieues, c'est que toute la France est en danger, que la France va être grand remplacée, ce fameux grand remplacement de René Camus. On met ça en avant pour donner le sentiment que l'immigration est le principal problème. Malheureusement, ça n'aboutit, enfin, fort heureusement pour nous, ça ne fonctionne pas pour ces politiques-là. Ils n'arrivent pas à mettre dans la tête des Français que la première priorité, c'est pas l'immigration, mais c'est l'économie. Les Français ont peur d'être au chômage.
ont peur d'une déliquescence économique. Et avant de donner la parole à Lamia Kirouani, c'était ça ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait peut-être de stigmatiser, d'utiliser cette immigration, en tout cas ces thématiques-là, c'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucun candidat qui a des solutions, qui peut réellement tenir les rênes de ce pays qu'est la France, parce qu'il y a des choses à régler. Est-ce que, ce n'est pas l'une des raisons, justement, dans le cadre notamment de programmes, parce que pour l'instant, on n'est pas réellement entré dans les programmes précis des uns et des autres, mais est-ce que ce n'est pas ça, avant de donner la parole, d'ailleurs, sur la même question à Lamia Kirouani, parce que c'est ça la vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, ces candidats-là qui utilisent, alors l'histoire, et c'est bien de nous rappeler ces éléments d'histoire, mais d'utiliser à longueur de journée effectivement ces priorités dans le cadre de leur programme, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de solution, notamment dans le cadre de l'emploi, dans le cadre de la santé, le service public est aussi en danger en France, on a vu notamment dans le cadre des hôpitaux, même si c'est un pays qui avance, où il y a des moyens, c'est très difficile pour le professeur, tout ce qui est en tout cas dans le corps médical. Vous savez, je vous réponds très simplement, oui, vous avez mis le doigt dessus. Ils n'ont pas de solution parce qu'ils n'ont pas de programme. J'ai regardé les programmes des différents intervenants. Essentiellement, ils mettent en avant des questions périphériques parce qu'ils ne savent pas comment faire. Alors, je vais poser la vraie question. Plus d'une fois, j'ai provoqué un des candidats que vous connaissez, M. Z, à un débat direct parce que je voulais l'attaquer sur le terrain des idées économiques. Mais pas seulement lui, Mme Pécresse de même. Le problème, c'est que c'est un pays qui aujourd'hui est surendetté, qui n'a pas les moyens de faire face à sa dette et qui n'a pas le courage, je parle des politiques, qui n'ont pas le courage de dire on arrête de payer la dette, on va geler la dette et on va relancer l'économie par le travail. Ils ne peuvent pas le dire parce que malheureusement, la droite est essentiellement dans l'ultralibéralisme. C'est ce que sont les candidats, que ce soit l'extrême droite de Le Pen en passant par Zemmour ou Pécresse. Ce sont des ultralibéraux qui ne peuvent pas remettre en question le principe de la libre entreprise. C'est une chose, mais surtout de la dette à rembourser. Donc comme cette droite-là ne va pas parler de la dette parce qu'elle ne peut pas en parler, elle préfère déporter la question sur une minorité faible. Et je le rappelle toujours, les immigrés sont des gens faibles qui ne sont représentés par personne et sont défendus par personne, si ce n'est un petit peu l'extrême gauche, c'est vrai, il faut leur donner ce crédit, mais personne n'est là pour les défendre. Ils sont faibles et donc on tape sur le faible parce qu'il n'y a pas de risque. On ne tapera jamais sur le fort et sur la finance internationale parce que là, les risques sont considérables. Et donc la réponse, effectivement, à votre question, c'est qu'ils n'ont pas de réponse. Il suffit de regarder leur programme, c'est à hurler de rire tellement c'est pathétique. Ils n'ont pas de réponse à donner pour relancer l'économie, ils n'ont pas de réponse à donner pour pouvoir augmenter ce que j'appelle l'assiette fiscale, donc la capacité à créer la richesse pour avoir plus de capitaux pour financer l'État. Et comme ils n'ont pas de réponse, eh ben, ils vous disent quoi? Immigration. C'est le mot magique, c'est facile, personne ne défend les immigrés et on se défend sur la minorité. Restez avec nous, Gamal Abina. Quelques citations, notamment, enfin citations en tout cas, quelques éléments d'analyse et de réponse de certains candidats. Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot s'est rendu donc il y a 2 mois à peine, lorsque 27 migrants ont perdu la vie du côté de Calais. Voilà ce qu'il dit. On n'est pas nombreux à dire aujourd'hui que l'immigration n'est pas un problème. Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, dimanche dernier, voilà ce qu'il dit. Le facteur numéro 1 de progrès dans l'histoire de l'humanité, je le rappelle juste pour qu'on s'en souvienne en parlant de l'immigration. Anne Hidalgo, les immigrés ont concouru à la construction et à l'histoire du pays. Valérie Pécresse, elle, parle d'une menace pour l'avenir, de nos modes de vie et de notre souveraineté, dit-elle. Marine Le Pen, il en va de la survie de la France. Éric Zemmour, entre autres, guerre sur notre sol. Et Fabien Roussel, au Parti communiste français, il promet qu'il régularisera tous les sans-papiers qui travaillent en France s'ils sont élus, puisque les sans-papiers ont souvent des fiches de paie. En tout cas, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, ils cotisent et ils ont du mal à obtenir leur papier. Lamia Kirouani, on va entrer dans une deuxième partie vraiment autour de l'international, effectivement, un peu du rôle de la diaspora qui pourrait peser. Mais une question qui se pose effectivement, pourquoi dans le concret aujourd'hui, tous ces candidats tournent autour de ces arguments. Alors, vous en parliez tout à l'heure tout de même un peu, mais cet argumentaire autour de l'immigration, la stigmatisation, l'islam aussi qui revient énormément, alors qu'en Angleterre, par exemple, ça fonctionne plutôt bien, d'après le politologue que je citais tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, une grande partie des candidats rêvent tout simplement du pouvoir, mais je pense que c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais n'ont pas de solution réelle, n'arrivent pas à trouver les méthodes à sortir ce pays des difficultés. Alors certains donnent de l'espoir parce qu'ils ne sont jamais arrivés au pouvoir aussi, comme Marine Le Pen depuis plusieurs années, entre autres, mais c'est parce qu'il n'y a plus de solution entre les mains de ces candidats.
racisme est un phénomène plutôt mondial. Hein. On n'a qu'à regarder ce qui s'est passé en Inde, en Hongrie, en Autriche, etc., etc. C'est le prolongement d'un capitalisme sécuritaire, en fait, et ultralibéral. Hein. Et pour combattre ce racisme, il nous faut combattre le système économique, comme je l'ai dit au début de l'émission. Il nous faut combattre un modèle économique capitaliste qui repose sur la domination de quelques pays sur le reste du monde. Quand on voit que Bolloré continue à financer Zemmour, c'est bien pour des raisons économiques également. Ça nous empêche de regarder de ce qui se passe. Ça a un intérêt économique parce que le racisme et l'islamophobie, ça lui permet de faire ce qu'il veut en Afrique, sans que personne ne lui pose de questions. Quant aux autres candidats, certains même de gauche, se retrouvent à tomber dans ce fameux piège parce que sortir d'un système capitaliste, c'est très, je pense que pour eux, ça leur semble très compliqué parce qu'ils restent dans une compétitivité mondiale et jouer dans la cour des grands. Quand on sait que la France est quand même le 6e, il me semble encore, pays, le 6e pays en richesse, et on est incapable de trouver d'autres solutions et d'autres propositions pour les élections présidentielles, moi, ça me chagrine. Ça me chagrine. C'est intéressant. Oui. C'est intéressant ce que vous dites, puisque j'allais vous interpeller aussi les uns et les autres. Vous parlez de ce modèle économique, ce capitalisme, effectivement, qui pèse aussi dans ces pays en voie de développement énormément, mais pas que dans ces pays, notamment quand on parle de certains pays d'Afrique subsaharienne ou même du Maghreb, notamment le Maroc, par exemple, et l'Algérie, où ils sont des milliers à quitter le pays, à prendre le large. On les appelle les haragas, on a une pensée pour eux. Ils sont nombreux et ils n'arrivent pas à vivre dignement dans leur pays. C'est aussi peut-être la résultante, la conséquence de ce modèle économique, de ce capitalisme, d'où ces pays sont quelque part un peu pris au piège, dominés, avec aussi une certaine complicité des États entre eux, mais c'est aussi une des causes de cette jeunesse qui doit quitter leur pays souvent. Alors il n'y a pas que le Maroc, ni l'Algérie, l'Afrique subsaharienne, mais il y a aussi d'autres pays comme la Syrie entre autres, par exemple. Eh bien, parlons-en des haragas, qui est le terme un peu familier et maghrébin. Il faut rappeler quand même que le racisme existe même sous Macron, parce que fin septembre dernier, les autorités françaises ont décidé la restriction drastique des visas concernant l'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, pour un motif invoqué, un manque de coopération de la part de ces trois pays du Maghreb pour favoriser l'expulsion de leurs ressortissants vers leur pays d'origine, donc des clandestins. Gérald Darmanin s'est exprimé, il me semble, courant novembre au micro d'une radio publique d'ailleurs, et a affirmé aussi que la moitié des visas sont refusés pour les ressortissants algériens depuis le début octobre, laissant entendre également qu'il n'était pas plus possible de venir via un motif familial. Tout ça, ça précarise des familles, ça les met dans des situations où les jeunes se retrouvent à prendre des embarcations de fortune et se confronter à ce qu'on peut connaître comme drame et noyade. Il y a les derniers chiffres de cette politique des contrôles des frontières, elles sont dramatiques. Rien que la semaine du 22 au 28 décembre de mémoire, près de 300 haragas, je le mettrai entre guillemets, donc ceux qui ont brûlé les frontières, c'est la traduction mot pour mot, haragas, les brûleurs, ont été sauvés par les gardes-côtes de leur pays d'origine. Par les gardes-côtes algériens, il me semble, si ma mémoire est bonne. Tout ça pour dire que cette politique de contrôle aux frontières européennes, elle tue. Et la France y contribue, et pas que peu, depuis la prise de position de notre président Macron et de la prise de parole de Darmanin. Ces drames sont des drames quand même humains, qui n'ont cesse on le voit tous les jours, et le dernier drame que nous avons eu, c'était quand même à Calais, avec les 27 victimes.
Donc, il résulte d'abord d'une politique inhumaine et qui pousse les personnes à prendre des risques extrêmes, alors qu'elles sont dans une demande d'exil et de recherche de s'abriter. Enfin, c'est des exilés économiques, écologiques et pour d'autres raisons. Enfin, moi, je crois énormément à la notion citoyen du monde. Donc, exil économique, effectivement. Merci, restez avec nous, Lamia Kerouani. Akli Melouli, pareil, même réaction peut-être. Pourquoi précisément vous... Alors je rappelle, vous êtes au Parti Socialiste, Anne Hidalgo est aussi en lice, candidate au présidentiel. Rapidement, un mot sur effectivement le fait que ces candidats travaillent énormément sur ces questions. En tout cas, une grande partie d'entre eux, c'est parce qu'aujourd'hui, on est à court de programme, on n'a pas de solution. Et puis après, j'aimerais aussi vous faire réagir un peu sur effectivement cette économie, parfois ce capitalisme, ces pays qui ont une économie et qui indirectement dominent aussi d'autres pays en voie de développement, mais certains ont les capacités de se développer, mais cela engendre effectivement des personnes qui ne peuvent plus vivre dans leur pays, donc qui doivent quitter, qui doivent s'exiler en termes d'environnement, d'écologie, mais aussi économiquement, comme le disait à l'heure à l'instant Lamia Kerouani. L'économie, la faim qui fait fuir les gens et la recherche d'une vie digne, et en plus de tout ce qu'on peut rajouter. Moi, je voudrais réagir sur un de nos intervenants qui a parlé effectivement de pays de repli, etc. Moi, je m'inscris en faux parce que je crois qu'il faut faire... Ou alors, déjà, je suis pragmatique, je vais vous dire comment il faut faire. Moi, je donne de leçons à personne, mais j'ai pas de leçons à recevoir de personne. Et notamment sur l'article 51, puisqu'avec l'espace franco-algérien, on l'a combattu en son temps, qui est devenu derrière l'article 62 et tout ça. Mais là n'est pas le sujet. Je crois que le pragmatisme, c'est la résultante d'une philosophie et de valeurs. C'est-à-dire que si on n'est pas dans une philosophie de la vie qu'on veut créer, de la société qu'on veut, du contexte qu'on veut, du monde que l'on veut, on ne peut pas parler de pragmatisme, puisque c'est la mise en action. Et souvent, les gens, quand ils disent je suis pragmatique, c'est qu'effectivement, ils veulent lier les valeurs, et c'est comme ça qu'on rentre dans le populisme. Donc ça, on ne peut pas le laisser passer, et je le dis très aisément. Et moi, aujourd'hui, effectivement, l'autre intervenant a choisi de faire de la politique en Algérie, c'est son droit. Mais nous, on fait de la politique en France, et moi, l'Algérie, c'est pas un pays de repli pour moi. L'Algérie, c'est mon pays, c'est le pays de mes parents, c'est le pays de mes ancêtres, c'est ma terre, c'est mes racines. Et si je fais des choses parce que je suis français, élu français, c'est un choix que j'ai fait. Je suis loyal avec mon pays d'accueil, c'est mon pays, mais je suis légitimement attaché à mon pays d'origine. Et quand je fais pour mon pays d'origine, je ne le fais pas par calcul, et je le fais pour mon pays, et au-delà pour l'Afrique, et au-delà pour le monde, parce que je me bats pour des valeurs, pour la dignité humaine, pour essayer de défendre. Parce que sinon, ce genre de discours, c'est aussi ça qui fait grimper les extrémistes et les fachos, parce qu'ils disent, vous voyez, ils veulent se replier, c'est pas des vrais Français, c'est pas des vrais citoyens. En fait, ils investissent pas. Donc, il faut faire attention de ne pas non plus donner le bâton pour se faire battre de l'autre côté. Ça, c'est aussi une réalité. Et sur l'économie, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a un système, même le capitalisme est inversé. Avant, je vais vous dire comment fonctionnait, c'est-à-dire que le capitalisme, en réalité, c'est les gens, ils travaillaient, donc on prenait de l'argent, les bénéfices étaient, d'abord, on payait les salariés, là, après, on investissait dans l'outil d'entreprise, et ensuite, on versait des dividendes, qui étaient de l'ordre de 4, 5, et c'était déjà beaucoup. Aujourd'hui, on a même inversé le capitalisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous recevez d'abord les gens qui ont mis des fonds d'investissement, tout ce qui s'est créé, ont mis en place un système qui, au-delà de 20%, c'est-à-dire du truc de chiffres, c'est pas rentable. Donc les entreprises, alors qu'à 3, 4, 5%, ça s'est vu avec les coopératives, c'est rentable, c'est pas rentable. Donc d'abord, vous versez les dividendes qui sont de 20%. Ensuite, avec le reste, vous payez les salariés. Donc quand il n'y a pas assez, vous licenciez. Et comme il n'y a plus d'argent après, vous n'investissez pas dans l'outil. Et on s'étonne qu'en France, notre industrie périclite. Parce qu'il n'y a plus de fonds pour la recherche, il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus d'investissement. D'ailleurs, tous les brevets innovants d'entreprises partent à l'étranger et c'est là qu'ils sont mis en place. Donc il y a effectivement aujourd'hui tout un système, et l'économie, c'est pas des raccourcis. Aujourd'hui, c'est de savoir quel modèle on veut de société. Parce que je suis pas sûr qu'on veuille tous la même économie, déjà tous les 4 ou tous les 5 ou tous les 10, parce que c'est quel système on veut. C'est-à-dire que si on veut remettre effectivement
l'humain, la dignité, la vie, l'alimentation. Et donc du coup, derrière découle la question écologique. La question écologique, c'est pas de dire on veut plus de ça, on va mettre des éoliennes, parce que ça a aussi des incidences sur l'écosystème, les oiseaux migrateurs, mais on n'a pas le temps d'en débattre de ça. Mais en fait, on soulève un sujet complexe et on donne une réponse simpliste qu'on sait qu'on va pas tenir. Et donc du coup, on embrouille encore les électeurs et donc on fait encore des gens mécontents. Donc je pense que quel que soit, moi je le dis aisément pour mon parti, ça fait 30 ans, aujourd'hui si on est là, c'est parce que ça fait 30 ans qu'on n'a plus travaillé et ça fait 30 ans que la gauche n'a plus d'idées de gauche. Et qu'à un moment donné, il y a eu des belles idées, toutes les avancées sociales qui ont été faites dans ce pays, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elles ont été faites par des gouvernements de gauche, à composante d'ailleurs socialiste. Et ça, vous pouvez reprendre, et c'est pas moi qui le dis, vous pouvez prendre tous les travaux, que ce soit la Sécu, la CMU, le RSA, tout, même si c'est pas suffisant, mais tout ce qui a été fait, les conditions de travail, la retraite à 60 ans qui était, d'ailleurs je m'étonne que même ma candidate dise, ouais, moi je suis pas là pour être BA ou dire mon candidat est le meilleur ou ceci. Moi je suis aussi là pour aider nos téléspectateurs et téléspectatrices à comprendre les enjeux et à s'engager. Et je comprends qu'on puisse s'engager en Algérie, mais là n'est pas le débat. Aujourd'hui on est dans un débat qui effectivement parle de la situation en France, et moi je me désole que la France, dans le cadre de sa coopération internationale, ne soit pas plus à cheval sur les droits de l'homme, sur les conditions, et qu'elle essaye pas, qu'elle fasse pas du co-développement. Et aujourd'hui, on peut pas dire qu'on fait des partenariats, parce que vous savez, le partenariat, il y a toujours un rapport de force. Moi, je suis pour la coopération. Il faut qu'aujourd'hui, il y ait une coopération. C'est la coopération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si aujourd'hui vous créez pas des coopérations, c'est-à-dire où les gens sont égaux, où sont les gens sur les entours de table, eh ben on n'avance pas. Et c'est vrai qu'on réglera pas le problème en menaçant les pays d'Afrique du Nord pour qu'ils fassent les guerres de frontières ou les guerres de chiourme de ceux qui veulent quitter des pays qui sont en déshérence, dans lesquels on a créé beaucoup de problèmes. Hein. On voit bien partout, d'ailleurs partout il y a de l'énergie, vous remarquez partout où il y a des énergies, et effectivement c'est une source de tension et de conflit, parce que l'énergie est un des éléments de conflit dans le monde. Des candidats aussi en France qui vont donc appeler les électeurs à se rendre dans les urnes. Parmi ces électeurs, il y a énormément de Français, mais d'origine, c'est une des questions que je posais en ouverture d'émission, d'origine notamment maghrébine en général, énormément algérienne effectivement en France, mais pas que. Il y a la Tunisie, entre autres, le Maroc. Cette diaspora, elle sera amenée à Klimelouli en tout cas à s'exprimer. Elle peut peser. Est-ce qu'elle peut aussi à un moment donné donner un déclic à ces candidats en disant attention, il y a ces Algériens qui sont là. Alors on parle d'Algérie ce soir aussi parce que c'est une chaîne qui traite énormément de l'actualité algérienne, mais pas que. Et je termine là-dessus. Il va y avoir les 60 ans bientôt de l'indépendance. Est-ce qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, qui ne s'est pas encore d'ailleurs affiché candidat, mais est-ce qu'il ne sera pas amené peut-être à retourner un peu, pas sa veste, mais ses mots en tout cas, en se disant il y a un électorat à prendre? Alors moi je vais vous dire, le problème c'est qu'il faut faire attention de ne pas penser que nous sommes uniformes. Donc vous l'avez vu, Lamia est à OPC, je suis au PS, d'autres sont à droite, d'autres sont ailleurs. La question c'est pas de savoir si on fait un lobby ou pas un lobby, parce que de toute façon le lobby ça veut absolument dire, c'est-à-dire que la question c'est sur quelle valeur on le fait. Et moi ma vraie question c'est qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de leur dire à toutes ces personnes qui sont de la diaspora, c'est déjà de voter. Ils votent pour qui ils veulent, parce que moi j'ai pas à leur dire, j'ai pas la prétention de dire aux gens pour qui il faut voter. Ça s'appelle la démocratie. Et moi je suis à cheval sur la démocratie. Je peux défendre mes arguments pour qu'effectivement leur dire que ce sont les valeurs que je partage, s'ils les partagent, qu'ils nous rejoignent. Mais à un moment donné, le problème c'est que comme ils votent pas, on le voit bien sur les listes d'émargement, eh bien les gens ne leur parlent plus. Donc en fait, si ils pouvaient ne serait-ce que voter même blanc, au moins on voit qu'ils ont émergé et qu'ils votent. Et donc, ça va amener les candidats aussi à revoir leur discours, parce que les gens votent sur des segments aujourd'hui. Vous avez vu que la politique, c'est plus aussi une affaire d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on ne défend plus l'intérêt général, on est dans des segments, vous l'avez vu, vous qui êtes journaliste, vous le savez mieux que moi, on est dans des segments. Donc en fait, on parle à des segments de gens. Donc eux, ils parlent à des segments de gens qui sont captifs et qui votent. Donc comme, entre guillemets, les enfants issus de l'immigration dans les quartiers populaires, etc., votent moins que les autres, et ça, c'est pas moi qui le dis, on le voit dans les émargements, eh bien, effectivement, on pense que c'est pas un segment porteur. Et j'ai eu le débat déjà en 2012, pendant l'élection de Hollande, où certains lui avaient dit de faire la passe sur les quartiers populaires, puisqu'en disant que ça vote pas. Et d'ailleurs, grand bien lui a fait de ne pas le faire, parce qu'il a été élu grâce à ces voix-là, avec ce que l'on sait. Et donc je dis déjà, pour moi, c'est pas de leur dire vous êtes ceci, vous êtes cela. J'ai pas la prétention
et j'ai la modestie d'être qu'un citoyen comme les autres, même si je fais de la politique, j'essaie de représenter ceux qui me font confiance, mais en tous les cas, de leur dire, faites déjà cet acte-là, inscrivez-vous sur la liste électorale, votez. À partir du moment où vous voterez, vous serez une force. La force, c'est effectivement notre arme, c'est le bulletin dans l'urne. Et à partir de là, vous verrez qu'effectivement, beaucoup de discours changeront parce qu'ils ne pourront pas savoir pour qui ils ont voté, mais en tous les cas, ils sauront que ça vote. Et aujourd'hui, on parle aux gens qui votent, et toute cette dérive sécuritaire, facho, etc., elle est porteuse parce qu'on essaie de capter tous un même électorat qui sont les nostalgiques de l'Algérie, parce que vous remarquez que l'Algérie revient en boucle dans ce truc-là, qui leur a demandé, parce qu'il y a effectivement aujourd'hui encore un passé qui a du mal à passer, et donc il y a effectivement un électorat qui lui est captif, et cet électorat, on essaie de le capter parce que on est aujourd'hui dans des stratégies de premier tour, mais ceux qui sont dans ces mauvaises stratégies vont avoir du mal au deuxième tour parce que la France, c'est quand même pas un pays raciste, même si il y a des actes et tout ça, mais on peut pas, comme certains qui disent que la colonisation, c'est pas un crime contre l'humanité. J'ai l'impression que la colonisation, c'est en fait, il y a eu des géos, c'était le Club Med, quoi. Il y a des mecs qui sont venus pour abuser les gens qui vivaient là-bas parce que ils sont pas. Et de l'autre côté, j'entends sur les plateaux en disant, oui, mais quand ils viennent chez nous, mais là, on avait été chez eux. Vous voyez, donc à un moment donné, il faut qu'on clarifie les termes, il faut que nous aussi on clarifie nos positions, et surtout que dans nos propos ou dans nos discours, eh bien, on ne soit pas non plus les alliés objectifs de ceux qui veulent nous stigmatiser, nous discriminer. Je reviens vers vous. Anis, je reviens vers vous dans un instant, Aklim Elouli. Anis El-Khama, bon, d'abord, une réaction peut-être sur la réponse ou la remarque de Aklim Elouli, si vous le souhaitez. Il nous reste 20 minutes. J'aimerais aussi avec vous évoquer, puisqu'on l'a évoqué sur ce plateau, on est en pleine campagne électorale en France, du moins les candidats. Ils vont aussi avoir un rôle à jouer avec leurs électeurs. Leurs électeurs, je le disais, il y a énormément de Français d'originaires du monde entier, j'ai envie de dire. Bon, on s'intéresse beaucoup au Maghreb et notamment ici à une question algérienne. On a vu tout de même que cette révolution, elle est là maintenant depuis plusieurs mois, 3 ans maintenant. Et on voit tout de même que on a eu un président de la République qui a eu du mal à s'exprimer, à se positionner. Marie-Georges Buffet, seule députée, qui a interpellé à l'Assemblée nationale en disant « Positionnez-vous, exprimez-vous sur ces détenus, par exemple ». J'aimerais avoir votre réaction là-dessus, puisque c'est aussi peut-être un moment important pour les candidats, peut-être là de s'affirmer, puisque je le disais, il y a un électorat qui pourrait leur apporter des voix. Et là, il n'est pas question effectivement de dire pour qui voter, ce n'est pas du tout le but. Alors, pour être tout à fait clair et pour clarifier les choses, je ne suis pas du tout là pour donner des leçons ou pour dire sur qui voter ou pourquoi voter ou est-ce qu'il faut. Je donne juste un avis d'un compatriote algérien qui discute avec vous et qui donne son avis, surtout qui a un axe différent, puisque moi, je vous l'ai dit, ça fait que 12 ans que je vis en France, donc je n'ai pas le même vécu que vous, donc ça serait peut-être intéressant d'entendre ma vision des choses. Sinon, par rapport au fait que M. Melouli ait combattu l'article 51, oui, c'est possible. J'en suis même sûr, mais on se connaît un peu dans le milieu de la diaspora. On sait qui fréquente les milieux de l'ambassade et les milieux de la dictature algérienne à l'extérieur. Bref, on ferme la parenthèse. Donc, manifester contre l'article 51 ne fait pas de vous quelqu'un qui milite pour la démocratie en Algérie. On a même vu le contraire de la part de vous et des gens qui sont autour de vous. Donc, pour revenir au sujet initial, moi je vais citer juste une chose, c'est que si vous allez sur le site de l'Office française de l'immigration et de l'intégration, vous pouvez faire le test tout de suite. Vous allez voir que dans les textes de loi figure la préférence nationale. Tout le monde parle de préférence nationale. Les gens d'extrême droite en font leur credo, disent que les emplois français doivent revenir en français. Mais, comme on dit en Algérie, c'est déjà existant. Donc, je ne vois pas ces fascistes ce qu'ils feront d'autre chose en termes de préférence nationale. Mais en réalité, ce qu'ils veulent dire par préférence nationale, je vous laisse deviner, c'est très simple, puisqu'elle est déjà appliquée. Puisqu'une personne qui est étrangère, comme moi, il doit prouver, quand il va postuler un emploi pour faire un changement de statut après ses études, il doit prouver
que cet emploi-là, il y a eu 20 Français qui ont envoyé 20 CV, ils n'ont pas été acceptés. Et ensuite, je crois, 10 ou 15 Européens, ils n'ont pas été acceptés pour qu'on vous embauche vous-même. Et les conditions sont extrêmement drastiques. Donc la préférence nationale est déjà appliquée. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par préférence nationale, les gens de l'extrême droite? Ils veulent dire que c'est préférence pour les Blancs, entre guillemets, et pour les personnes d'origine européenne ou occidentale, de plusieurs générations d'origine européenne. Je vais citer aussi Chirac. Chirac disait que il faut que les Français comprennent qu'une bonne partie, la vidéo elle existe, elle est sur YouTube si vous voulez la chercher, qu'une bonne partie de l'argent qu'ils ont dans leur poche provient des richesses de l'Afrique, provient du fait que l'Afrique est pillée. C'est très important de le rappeler parce que lorsqu'on voit les symptômes, il faut aller chercher directement les causes profondes qui provoquent cette immigration. C'est la guerre et c'est la famine qui, entre autres, résultent des prédations des entreprises comme Bolloré qui s'accapare toute l'Afrique de l'Ouest et comme ces grands capitalistes-là. Sur cette description-là, sur cette analyse-là, qui, il est clair, se rapproche des analyses que font nos camarades marxistes, elle est intéressante, elle est surtout réelle. Les gens partent parce qu'ils n'ont plus moyen de vivre dans leur continent, surtout le continent africain. Après, sur le positionnement, est-ce que parce qu'on fait une analyse de gauche, disons, qui est réelle de cette prédation-là des entreprises occidentales sur le continent africain, on doit forcément pousser nos jeunes à être au Parti communiste, etc. Moi, je suis un peu plus nuancé sur ça. Je vais dire que combattons le grand capital mondial, mais en même temps, faisons-nous un peu d'argent. Faisons-nous un peu d'argent parce qu'on ne respecte que les personnes qui sont respectables. Parce que les Occidentaux ne respectent uniquement les communautés organisées et respectables. Et si on me traite de tenir des propos qui justifient l'extrême droite, eh ben c'est l'extrême droite qui a commencé. Moi, je lui réponds uniquement en disant que ce n'est pas nous qui ont envoyé une petite invitation avec un cœur à Bolloré pour venir piller nos richesses. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Areva d'aller dans nos pays. Donc, il faut tenir un discours de fermeté. Et ça ne m'étonne pas que les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce discours sont avec le PS. Est-ce que le PS est un parti de gauche? Est-ce qu'il est encore un parti de gauche? Non, il est un parti pour l'establishment français qui soutient l'establishment algérien. Il faut rappeler que ce n'est pas par hasard que les personnes qui tiennent ces propos-là pro-establishment français sont aussi pro-dictature algérienne et on sait qu'ils traînent dans les cafés avec les gens qui sont proches de l'ambassade. On se connaît à Paris, on ne va pas se raconter des histoires. C'est malheureusement pas alors peut-être qu'Aklim Elouli vous répondra tout à l'heure, mais c'est malheureusement pas la question ce soir. Est-ce que le Parti socialiste est un parti de gauche? Je vous laisse finir. J'aurais aimé bien vous entendre. Oui. Je vais juste revenir sur sur la question vous vouliez parler de quoi? Vous voulez parler, de la communauté algérienne et des problèmes qu'elle a en termes d'organisation. Moi, je pense que c'est lié... La question, oui. Alors, je vais vous laisser répondre là-dessus, mais en fait, sur cette partie-là, on a aujourd'hui une révolution qui est présente avec, entre autres, mais il n'y a pas tout le monde tout le monde n'est pas dans la rue, en tout cas, toutes les Français d'origine algérienne ou entre autres ou tunisienne, parce que ils manifestent aussi, ils sont pas tous dans la rue, mais ils sont là, ils sont nombreux et ils vont aussi, certainement quelque part pour un certain nombre d'entre eux ils pourront peser dans l'électorat et on a aujourd'hui tout de même des responsables politiques, des candidats qui sont assez discrets, silencieux, timides quant à ce qui peut se passer dans certains pays comme la Tunisie, énormément l'Algérie notamment. On a vu des responsables politiques français se rendre en Algérie où il y a eu un silence total sur ces détenus. Je voulais avoir votre avis là-dessus, Anis El Khama, avant de poser les mêmes questions aux autres invités. Oui, je vais vous répondre juste sur cette question-là. Juste, je vais faire une dernière remarque sur ce qu'a dit M. Akli. Oui. Rapidement, parce que je voudrais vous retrouver après, le temps passe. C'est pour ça. Rapidement, je vais faire très vite. Avoir une solution de repli n'est pas contradictoire avec le fait d'aimer son pays. Le fait de se replier dans son pays, au contraire, c'est très beau. Je trouve ça très beau. Bref, voilà. On peut en discuter. Ça sera l'occasion peut-être d'un... Je l'invite à discuter avec nous, à se rapprocher des gens du Hirak, à se rapprocher des gens du Hirak plus que de se rapprocher des gens de l'ambassade. Bref. En tout cas, pour les élections présidentielles, je vais être très rapide. Pour les élections je vais vous donner la parole. Aklim Elouli, mais j'aimerais vraiment pas qu'on
qu'on rentre comme ça dans un jeu de chat et souris à se répondre. C'est ce monsieur que je connais pas qui donne des leçons depuis tout à l'heure, qui en plus me dit que je fréquente qui je veux. Moi, je suis un vrai démocrate parce que mes actes, moi, ils existent. Ça fait plus de 30 ans. Monsieur arrive et il est opposant, certainement, c'est son droit, mais il peut pas mélanger. C'est pas. Il faut un peu de recul et d'être très dans la démocratie. C'est-à-dire que je ne partage pas son point de vue, c'est mon droit. Et effectivement, je trouve qu'il est très de l'heure de leçon. Et moi, je le dis à ce monsieur, les socialistes ne sont ni l'allié de ceci, de cela, on est sur des valeurs. Et donc, si effectivement, vous ne voulez pas fréquenter parce que vous avez des intérêts personnels par rapport à l'Algérie, moi, je n'ai pas d'intérêt personnel. Moi, ce que je fais, je le fais par rapport à mes valeurs et mes concepts. Et je suis démocrate, donc je parle avec tout le monde. L'ambassade, le consulat, ne vous en déplaise. Merci Hakim Enlouy pour ces précisions, mais ça sera aussi l'occasion peut-être d'organiser un autre débat. C'est ça, Elmar Albiya, c'est vraiment d'avoir en tout cas tout le monde. Mais c'est vrai que lorsqu'on rentre comme ça dans une question très précise, on peut vite et rapidement entrer dans un jeu de questions-réponses et le temps passe vite. Gamal Abina, on va vous. Je peux répondre juste sur la question, Chaban, je peux répondre sur la question ? Ouais, je vais revenir vers vous, Anis Al-Khama. Gamal Abina, je vous laisse réagir un peu sur ce que vous avez entendu, hein, surtout sur cette deuxième partie où les chefs d'État, les hommes, les femmes politiques ont tout de même un rôle à jouer à l'international. Parfois, il y a un manque de positionnement quant à certaines situations économiques, certaines situations d'environnement, de santé, des situations de détenus politiques, de démocratie aussi. On sait que la France est un pays démocratique, en tout cas reconnu tant que tel, et on ne peut pas le nier. Il y a tout de même une démocratie, une belle démocratie en France, même si tout n'est pas bon, il reste encore beaucoup de travail, mais on voit notamment des patrons, des hommes et des femmes politiques qui ont beaucoup de mal à se positionner, alors qu'il y a tout de même une population originaire notamment d'Algérie en France. Est-ce que les politiques, les candidats n'ont pas tout à gagner justement maintenant en essayant sans faire d'ingérence, de se positionner par exemple ? Positionnement par rapport au pays d'origine, c'est un débat qui va être un peu long à mener et je vais répondre simplement que la France et l'Algérie sont deux pays qui sont en défiance permanente et des intérêts partagés, convergents, divergents. Et c'est pas vraiment le rôle des responsables politiques que de prendre une position sur l'Algérie, je pense. Ils n'ont pas à le faire parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce serait mal perçu. Mais en revanche, effectivement, sur le principe de la démocratie... Non, mais de dénoncer parfois, de dénoncer, enfin, il y a quelques députés qui l'ont fait. Bon, précisément, clairement, Marie-Georges Buffet l'a dit clairement, mais sans ingérence. Lorsqu'on sait tout de même qu'il y a, on a une population dans notre pays, notamment par exemple algérienne, on peut imaginer un ministre des Affaires étrangères, un chef d'État. Alors il s'est plutôt plus ou moins exprimé, hein. Il a plus ou moins avancé en parlant de système politico-militaire, mais ça pourra aller dans leur sens, j'ai envie de vous dire, Gamal Abina, sans faire de la récupération politique, c'est pas le but, hein. Mais en tout cas il y a une question qui se pose. La récupération politique, là on va parler de choses qui fâchent, mais bon, c'est des réalités. Je disais tout à l'heure qu'on était faibles, je parle de nous les Maghreb en France. Nous sommes faibles parce que, on prend l'exemple du CFCM qui est d'être balayé de façon pathétique par l'État français qui considère que l'islam consulaire n'a pas le droit de citer en France, ce qui est logique dans l'absolu. Le Conseil français du culte musulman, le CFCM. Absolument. Donc il était balayé par M. Darmanin. M. Darmanin fait beaucoup de balayage en ce moment. Il s'est débarrassé du CCIF, il s'est débarrassé du CRI, il s'est débarrassé de pas mal d'organisations qui le gênaient. Parce que la France veut avoir une sorte de contrôle, et c'est une vieille tradition française coloniale, hein, de contrôle sur ces populations dites musulmanes. Je dis musulmanes parce que c'était le terme consacré en Algérie. Maintenant, il y a plusieurs choses qui ont été évoquées à l'instant et j'aimerais les prendre. La question qui vient d'être évoquée sur notre ami algérien, sur le fait de dire qu'il y a un pays de repli, il n'a pas tort là-dessus, et je ne partagerai pas pour le coup l'analyse de Hakim Enlouy, qui est un ami qui a un problème là-dessus, parce que c'est quelqu'un d'optimiste, c'est son optimisme, je ne le partage pas du tout. Oui, effectivement, c'est un pays de repli, mais pas seulement. C'est un pays qu'on aime, et c'est un pays qu'on va voir décoller. Et nous tous, ici, pas une personne sur ce plateau prétendra le contraire. Il rêve de voir l'Algérie comme on voit les victoires au foot ou les défaites, ça arrive, mais on est tout de même algérien quoi qu'il arrive. Il rêve de voir ce pays se développer et je pense que les plus fragiles d'entre nous, les Algériens qui ne réussissent pas à s'en sortir en France, doivent impérativement, j'ai bien dit impérativement, investir, et c'est un message que je passe de façon solennelle, en Algérie. Ils doivent apporter leur qualité, leurs compétences dans ce pays qui est le leur, qu'ils le veuillent ou non. Tous les jours, on leur rappelle leur origine et à la limite, c'est pas plus mal. Ça rappelle qu'on est français par statut
de droit, tout simplement. On est français parce que le droit nous y autorise, parce que c'est une citoyenneté. Mais la francité, c'est pas une race, c'est une citoyenneté. On distingue la citoyenneté de l'aspect ethnique. Les politiques aujourd'hui veulent ethniciser le débat. Je fais une distinction. Je suis citoyen de ce pays et je suis algérien de cœur et j'aime ce pays plus que tout au monde parce que c'est le pays qui a libéré, rappelons-le, l'Afrique. Alors quand on veut investir chez nous, il faut le faire et j'invite tous les Algériens de cœur à investir même pour n'importe quelle activité. De toute façon, ce sera une victoire pour nous. Ensuite, concernant le capitalisme, on en a parlé il y a 2 secondes. Enfin, on sait très bien tout de même, parfois on peut dire qu'on est un peu privilégié de là où on est, mais on sait très bien aujourd'hui qu'il est très compliqué, mais on en parle tous les soirs, donc je vais fermer la parenthèse, il est très compliqué, très complexe d'investir notamment en Algérie pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais... Oui, l'administration, le système, je suis d'accord. Excusez-moi, je vous coupe un peu, mais c'est parce que c'est important de le rappeler. Si ce n'était que l'administration. Entre autres, on s'est compris. Mais quoi qu'il en soit, avec la corruption et la gabegie habituelle, mais quoi qu'il en soit, quand on aime quelqu'un, on se bat pour lui. Quand on aime sa nation, on se bat pour elle. Et en l'occurrence, c'est vrai que vous avez 6 mois de galères administratives, de corruption, de tout un tas de systèmes qui nous font des barrages, mais un homme courageux ou une femme courageuse doivent dépasser ça parce que, in fine, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait, ils ont réussi à investir. Ensuite, entre les difficultés qu'on rencontre là-bas, qui sont des difficultés d'ordre, vraiment c'est du sabotage organisé, et les difficultés que certains rencontrent ici en France à ne même pas trouver un emploi alors qu'ils sont qualifiés, je le précise, ce ne sont pas les voyous des délinquants, eh bien vaut mieux ces difficultés tout de même. Mais pour revenir à nos moutons, tout à l'heure on a parlé de capitalisme. Le capitalisme, c'est pas un morceau ou un système, c'est plusieurs éléments. Il y a tout à l'heure, Cliff faisait référence au capitalisme de finance. Il a confondu un peu les deux, malheureusement. Il y a le capitalisme financiarisé qui effectivement privilégie l'actionnaire et c'est celui qu'on doit combattre. On appelle ça la finance internationale qui se fiche complètement des entreprises ou des intérêts des nations. Et le capitalisme français qui est particulier, il est double. Il y a un capitalisme familial, privatif, qui n'ouvre pas le capital au marché financier, et un capitalisme financiarisé. Eh bien, il y a aussi le capitalisme de travail. Et celui-ci, je le respecte. Le petit entrepreneur ou le moyen entrepreneur qui crée de l'emploi, mais qui ne rentre pas dans la spéculation financière des capitaux, celui-ci mérite d'être protégé. Et en Algérie, on doit pérenniser cette idée du capitalisme de travail. C'est une notion qui, malheureusement, a déserté les esprits aujourd'hui, mais qui doit être valorisée. Pour finir sur la question du vote, vous aviez évoqué le vote tout à l'heure, les Arméniens sont organisés depuis 100 ans après ce qu'ils appellent le génocide arménien, donc un massacre de masse en Turquie. Ils sont organisés parce qu'ils ont été massacrés, et de façon évidente, et ils ont été reconnus comme étant massacrés, et comme une grande communauté qui s'est réfugiée en France avec un pays qui est fort derrière et qui les soutient. Pareil pour les Juifs, ils ont été massacrés, ils ont été obligés de s'organiser, mais ce massacre, nous l'avons connu. Effectivement, en Algérie, il y a eu un massacre de masse, mais nous n'avons pas connu ça en France. Donc la communauté algérienne qui est née en France, elle se sent plus ou moins en sécurité, et c'est vrai privilégiée, mais elle ne se sent pas une communauté de destin et ils ne sont pas capables de créer ce fameux lobby. Je traduis lobby, ça signifie, c'est le hall en anglais, donc des groupes comme ça qui chuchotent aux parlementaires. On n'a pas d'organisation structurée parce que malheureusement, on est individualisé. On a pris la culture de l'individualisme occidental et ça a été poussé à l'extrême en France avec la négation de ce qu'on appelle la communauté. Puisque l'État ne reconnaît qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Et donc pour cela, si on voulait organiser des lobbies maghrébins ou algériens, comme l'étoile nord-africaine, par exemple, a voulu le faire, eh bien, on aura un poids, et c'est ça qui intéresse les politiques. C'est le poids déterminant du vote. Si on pèse au niveau électoral, ils nous écoutent. Nous ne pèsons pas, ils ne nous écoutent pas. Et malheureusement, on se rend bien compte, effectivement, dans les listes d'émargement, que nous ne pèsons pas. Donc, c'est un travail à faire sur ces communautés pour qu'ils existent sur le plan électoral. La politique est un rapport de force. Gamal Hamida, merci d'avoir été avec nous. Lamia Kerouani. Une réaction, on arrive à la fin de l'émission un peu sur ce que vous avez entendu. Alors pour être... Je ne fais pas de questions car le temps passe vite. Oui, pour être honnête avec les téléspectatrices et les téléspectateurs, pour ma part, je ne suis ni d'origine algérienne, ni binationale d'ailleurs. Mais ça ne m'empêche pas que j'ai des attaches avec le Maghreb et que je suis très attachée en Algérie par mes liens familiaux que je peux avoir. Aujourd'hui, moi, il est important qu'on recentre le débat en disant il nous faut nous préoccuper de ce qui se passe sur l'international et pas que en Algérie, en Tunisie, au Maroc, mais de manière globale. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'aujourd'hui, qu'on se concentre et qu'on se batte pour celles et ceux qui souffrent au quotidien d'un système de domination, de parler de lutte et de parler de nos luttes qu'on peut mener ensemble, localement, nationalement, internationalement. Parce que
bien sûr que c'est important de ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, évidemment. Mais je crois que c'est en nous rassemblant autour des causes communes pour faire sortir les plus démunis de leur crise. Moi, ce qui me revient en tête, et on était plusieurs à être présentes, qu'on soit au PS, au PC, ou pas du tout encarté, peu importe, qu'on soit français, d'origine maghrébine, d'origine autre, c'est la lutte des sans-papiers à Rungis et à Alfortville. On ne s'est pas posé de question si c'était Algériens, Tunisiens, Marocains, Maliens. On a tous répondu présentes et présents pour mener cette lutte. Cette lutte, elle est, de ces travailleuses et de ces travailleurs, elle est juste symbolique de ce qui est être victime du capitalisme et de la sous-traitance au quotidien. En fait, c'est des gens sans lesquels les services et le Chronopost n'auraient pas travaillé, ou les mines de Rungis, on a vu quand ils se sont mis en grève, les mines de Rungis ont été verrouillées, il n'y avait plus rien qui se passait. C'est des victimes. Donc aujourd'hui, vraiment, je crois que il nous faut rassembler nos forces, nos intelligences, en aidant toutes ces femmes et hommes opprimés, qui soient de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'Atlantique, ou peu importe, on gagnera du terrain en fait. Et on regagnera de ce qui se passe le commun. Voilà. Merci pour ces mots pleins de sagesse et d'espoir. Aklim Elouli, vous avez 2 petites minutes, mais on aura le plaisir de se retrouver, je pense, pour d'autres débats. Aklim Elouli, vous êtes toujours avec nous, adjoint au maire à Bonneuil-sur-Marne? Oui, toujours. Ouais. Alors, merci Gabel de me dire là, sur la confusion. Il n'y a pas de confusion. Tu seras sûr, je dissocie bien la finance par du capitalisme et l'économie. L'économie, parce qu'il y a différentes économies. Il peut y avoir une économie libérale, une économie de gauche, une économie assistée, accompagnée. Vous voyez, il y a différents modèles. Donc ça, et c'est bien de le repréciser. Comme ça, s'il y avait une confusion, ça me permet de repréciser. Et l'autre élément, je pense qu'il faut surtout, je le disais, moi, je pense qu'effectivement, quand on parlait de repli, tout à l'heure, il dit l'Algérie, on y est tous attachés. Et d'ailleurs, moi, depuis très longtemps, j'y travaille, contrairement aussi, parce qu'il y a les actes, il y a les mots, et les gens qui nous écoutent, ou ceux qui suivent, connaissent tous nos parcours et nos actions et notre éthique qu'on a pu maintenir. Mais je ne partageais pas le repli, parce que ça veut dire que l'Algérie, ce serait le repli pour ceux qui auraient échoué ailleurs. Le but, c'est pas d'échouer, le but, c'est de réussir. Et donc, de garder l'espoir. Et donc, moi, je suis peut-être éternel optimiste, mais la vie, quand on n'est pas optimiste et quand on n'a pas d'espoir, c'est difficile de construire. Et surtout dans des périodes difficiles comme celles qu'on est en train de vivre. Et donc, je dis aux gens qu'effectivement, c'est leur volonté, donc l'espoir, c'est cette capacité cheville au corps qu'il faut avancer. Et je partage ce que dit Lamia. Moi, je suis dans le cadre de lutte sur des valeurs. Même si j'ai un attachement, l'Algérie, nous, on avait fait, vous avez vu, pour le 8 mai 45, c'est nous qui avons proposé les premières stèles à Marseille. Enfin, il y a eu des actes, mais on a bien vu la bataille qu'on a dû mener le 17 octobre depuis très longtemps, on est dessus, avec au nom de la mémoire et les copains que je salue. Donc, à un moment donné, il suffit pas d'incantation ou d'arriver pour donner de ce monde. Il faut aussi avoir, effectivement, conscience des difficultés et des parcours qu'il faut faire. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, cette histoire de dire on va faire un grand truc, ça n'existera pas. Mais en tous les cas, on peut inciter tous ces enfants, quelles que soient leurs origines, à se créer en force, à voter sur des valeurs, des concepts, une vision de société, et surtout à se mobiliser et à ne pas croire que rien n'est pas possible. Quand ça devient impossible, quand on n'agit pas. Et donc c'est nous qui nous donnons nos barrières. Et donc je voudrais inviter les gens à ne pas avoir de barrières et à aller au-delà et à être eux-mêmes. Surtout, ce qui est important, c'est d'être eux-mêmes et surtout de défendre l'intérêt général avant son intérêt particulier. Merci. Voilà, aller au-delà, ne pas se laisser freiner par des barrières. Et ensemble, le mot de la fin pour vous, Anis Alqama, très très vite s'il vous plaît, mais vous êtes fidèle à l'émission. C'est à vous, Anis Alqama. Je tiendrai juste à finir sur une analyse du spectre politique algérien et essayer de voir avec vous ce qui serait le plus avantageux pour les 2 points que j'ai cités. Donc, améliorer les conditions de vie des Algériens en France et améliorer les conditions de vie des Algériens en Algérie et de l'Algérie, au cas où, voilà. Ceux qui ont soutenu le Hirak, donc le processus démocratique en Algérie, sont plutôt liés aux insoumis. Donc, qu'on pense ce qu'on veut de ce parti-là, mais ils sont liés aux insoumis. Il y a Mathilde Panot qui a rendu visite à des Hirakistes à Alger et à Béjaïa, des révolutionnaires, et qui les a soutenus, et on la remercie pour ce soutien. Bien sûr, on n'appelle pas à l'ingérence, mais on veut juste que les pays occidentaux ne fassent pas blocage et ne soutiennent pas des dictatures. Et c'est contre ces dictatures-là qu'on se bat.
Et je voudrais aussi rappeler à tous mes frères et sœurs algériens que notre destin est commun, quel que soit le pays. Je finirai par dire, Algériens de tout pays, unissez-vous. Merci Anissa El Khama. Effectivement, Mathilde Panot s'était exprimée, mais je le disais, hein, pas que, il en a d'autres qui se sont exprimés, bien évidemment, pas énormément, mais c'est aussi ça, peut-être le travail à mener, la communication interpellée. Présidentielle 2022, donc une campagne sur fond d'immigration, notamment de sécurité, d'islam. Lamia Kirouani, merci d'avoir été avec nous, conseillère départementale du Val-de-Marne, Parti communiste français. Gamal Abina, porte-parole du mouvement des droits civiques. Anissa El Khama, psychologue, analyste politique. Et merci à Akli Melouli, encore une fois, d'avoir répondu à notre invitation. Adjoint au maire à Bonneuil-sur-Marne, au Parti socialiste. Je vous souhaite une très belle soirée. Demain, vous retrouverez Jamaldine Benchenouf à 18h30. Merci à l'équipe technique d'avoir réalisé cette émission. Je vous souhaite une très belle semaine et à très vite.